Hop. Salut tout le monde. Bienvenue pour le live du vendredi suite à l'article de lundi sur l'arbitrage basket. Donc on va attendre comme à chaque fois une petite trentaine de secondes pour que les premiers connectés arrivent. On a un petit live un petit peu non pas particulier, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'invité. Et je suis super content parce qu'en fait, on accueille un Vendéen comme moi. Et comme quoi, en Vendée, il y a des choses intéressantes qui se passent. Voilà, avec Johan Janot. Alors Johan, notre public, il y a beaucoup d'entraîneurs, donc je pense que beaucoup de monde te connaît, mais on va rapidement te présenter. En 2-3 mots, surtout sur tes activités actuelles, ce qui va nous intéresser peut-être plus. Et puis ensuite, on va enchaîner sur l'échange de l'article. Voilà, donc je te laisse te présenter. Écoute, merci Benjamin, merci de m'accueillir aussi, parce que je suis toujours très content d'être plutôt dans le milieu des entraîneurs que des arbitres. Dans l'arbitrage, on a l'habitude, on fait des formations ensemble, tout ça, les gens me connaissent, mais j'aime beaucoup échanger avec les entraîneurs parce que je crois que c'est là l'essentiel, c'est les entraîneurs qui sont en contact avec les jeunes, avec les joueurs à longueur de temps. C'est aussi eux qui forment les arbitres quelque part. Si les arbitres sont pas des bons joueurs, ou en tout cas ne comprennent pas bien le basket, ils seront jamais des bons arbitres. Donc, en fait, la meilleure formation des arbitres, ce sont les entraîneurs qui le font. Alors, les gens ont parfois du mal à comprendre ça, mais c'est pas la CDO ou je sais pas quoi, la commission des officiels, ce sont les entraîneurs qui forment les arbitres quelque part. Après, ils apprennent les gestes, tout ça, mais voilà. Donc, très content d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Le parcours, on va aller assez vite, mais en fait, je travaille aujourd'hui à la fédération, depuis 15 ans, depuis 15 années en tant qu'arbitre et formateur. Donc, j'arbitre en Jeep Elite. Je vais commencer samedi, demain, à Limoges, ma 19e saison de Jeep Elite. Donc, quand même. Pas tout jeune quand même. Et puis, je fais beaucoup de formations au niveau de la fédération avec tout ce qui est notamment formation des arbitres clubs et arbitres départementaux pour lesquels je travaille. On va d'ailleurs sortir une mallette de formation qui a été renouvelée. Donc, elle va bientôt sortir pour les clubs et justement à destination des entraîneurs. On pourra en reparler. Et puis, je travaille aussi sur la valorisation de l'arbitrage, donc toutes les communications autour de l'arbitrage, les journées de l'arbitrage, etc. Enfin, voilà. Donc ça, c'est mes postes principaux à la fédération. En sachant qu'avant de travailler pour le basket, j'étais directeur d'une école et professeur des écoles. Donc du coup, ça apporte ce côté pédagogique que je retrouve aussi dans mon travail. Voilà. Okay. Et je suis de Vendée comme toi et je suis très fier d'être vendéen et très heureux d'être avec vous. Ouais, on peut en profiter, on fait la pub parce que sur les Vendéens, au-delà dans le basket, il y a aussi je sais plus comment il s'appelle, c'est Nicolas qui est dans ton coin aussi de Saint-Fulgent là, qui a créé Lace It Up là, le site d'information là. Oui, alors c'est vrai qu'il y a Nicolas Parage. Voilà, c'est ça. Je cherche il vendait, alors il n'est pas de Saint-Fulgent originaire, mais il a joué au club. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, les forces vives en Vendée. Ouais, il y a des petites choses qui se passent, c'est bien. Salut Jean-Philippe, voilà, donc on est une petite vingtaine déjà. Alors donc on rappelle, vous likez pour que on puisse savoir que vous êtes là, avec un petit coucou pour que je repère les habitués si vous êtes toujours là, ceux qu'on croise tout le temps. On rappelle qu'on est sur un live avec Johan, arbitre de Jeep Elite, sur l'article d'arbitrage basket et je vous remets le petit lien pour ceux qui n'auraient pas vu l'article, c'est toujours basketformation.com/ et le titre de l'article arbitrage.basket. Alors, on va… Un article très sympa d'ailleurs, Benjamin, on en reparlera, mais un article que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai partagé d'ailleurs, parce que je trouve qu'il prenait un peu de hauteur et de recul sur l'activité de l'arbitrage. On sait tous qu'on a toute la tête dans le guidon, mais là, il y avait un peu de hauteur et de recul. Mais je te laisse mener l'entretien, mais en tout cas, c'est un bien bel article. En fait, on va du coup échanger dessus. Donc, en fait, je vais faire des va-et-vient avec. Je vais essayer d'expliciter un peu plus ce que j'ai parce qu'on sait que la forme écrite, des fois, ne transmet pas toutes les intentions. Donc, l'idée des lives, en fait, c'est ça. C'est de reprendre l'article et de compléter parce que des fois, on fait des petites erreurs d'interprétation et il y a des, où moi, je me suis mal exprimé. Voilà. Donc, ça permet aussi de mettre les choses, voilà. Alors, donc, je vous mets à tous, l'article rapidement. Donc, l'idée de cet article, alors, je vais remettre quand même l'introduction sera mieux. C'était, comme je le précise dans l'intro, d'aborder la fonction d'arbitre. Alors moi, en plus, avec mon profil d'entraîneur, qui est un petit peu différent, mais sous l'angle de, non pas l'angle récurrent que j'ai l'impression d'entendre sans arrêt, c'est on n'a pas d'arbitre, c'est la galère, personne ne les respecte, ce qui est certainement pas faux, il s'agit, mais de se dire, il y en a marre aussi d'être un petit peu négatif avec l'arbitrage sur le plan de l'approche.
et ce discours ambiant qui est d'être un peu négatif, on oublie de dire pourquoi c'est génial d'être arbitre. Et je le pense sincèrement parce que, alors Johan en a parlé au téléphone, et puis j'ai un de mes autres articles sur l'arbitrage sur mon site où j'expose que nous, les entraîneurs, on a vraiment, et ça rejoint ton intro, une vraie responsabilité de former les joueurs parce que il n'y a que nous pour le faire. Parce qu'on s'adapte à ce qu'on leur apprend, on les a sous la main 3 fois par semaine, voilà. Donc, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer là-dessus et j'en suis toujours convaincu. Et donc, l'idée, c'est surtout d'approcher l'arbitrage sur l'aspect pourquoi ça peut être génial aussi d'être arbitre et pourquoi, même si c'est difficile, il y a plein de choses. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu l'intro. Donc, j'avais fait 3 parties que je vous montre sur l'écran. J'avais fait une partie pour définir pourquoi c'était intéressant sur le plan de la technique. Alors pourquoi aussi c'était difficile, hein. C'est pas parce que c'est justement aussi parce que c'est difficile que c'est intéressant, moi je trouve. Voilà, avec la spécificité de notre sport sur le nombre de règles, la gestion des contacts et le hors-terrain. Alors après, voilà, j'ai pris le parti d'aborder 3 choses, mais on peut faire des articles de 5000 pages. Mais bon, l'idée, vous le savez, c'est d'aborder les choses rapidement. Ensuite, le côté atypique des rapports humains, c'est ambivalent et bon, c'est une partie que j'ai bien aimé écrire parce que je pense que les arbitres, on oublie qu'à un moment donné, ils sont dans leur bulle, mais ils sont obligés d'être dans leur bulle et on va voir pourquoi. Et c'est là où moi, Johan, j'ai vraiment hâte qu'on échange sur cette partie-là parce que savoir comment tu vis de temps en temps tes matchs, notamment les matchs en jeu, etc., c'est quelque chose qui… Et puis en plus, ça fait 19 ans que tu es dans la ligue. Certainement qu'avec grand nombre d'acteurs du monde pro, t'es passé au-delà des rapports arbitre-joueur, quoi. Il y a des choses qui se passent, j'imagine. Et puis ensuite, les qualités d'un arbitre que j'ai un petit peu survolé parce que j'en ferai peut-être un vrai article complet plus tard, peut-être écrit par un arbitre parce que ils sont plus au fait que nous. Voilà, sur qu'est-ce que ça développe et pourquoi c'est intéressant aussi d'aller dans cette voie-là. Voilà. Est-ce que tu veux, avant qu'on commence, est-ce que tu veux rebondir déjà ou… Il y a 1000 trucs qui tournent dans ma tête. Ce qui va être intéressant, c'est l'échange avec ceux la vingtaine de personnes qui est présente. L'échange va être intéressant. Mais non, je te laisse te lancer un premier thème et puis, j'ai, comme tu le souhaitais, mon éclairage, en tout cas mon expérience à partager. Ok, ça marche. Donc, la première, c'était de dire pourquoi pour les arbitres, c'est pas facile en fait. Et donc, pourquoi parfois ils sont en difficulté ou c'est leur fonction même qui les met en difficulté, mais en fait, c'est logique. Quand on arbitre, on a les mêmes difficultés qu'eux. D'abord, c'est que c'est un sport, le basket, qui est très technique et c'est d'abord un sport de règles. Il y a peu de sports avec autant de règles, donc autant de paramètres à gérer en même temps, en live, avec la vitesse. Et donc, ce premier angle d'attaque, il est là, c'est de se dire que toutes ces règles-là qui sont variées doivent être gérées simultanément, tout ensemble. Et ça, je pense que c'est un paramètre. Ouais, c'est compliqué, en effet. Alors, vous allez voir, je suis pas très tendre avec le milieu des arbitres par moment, pas très tendre avec le milieu des entraîneurs sur d'autres moments. Donc, surtout que personne ne s'offusque. Hein, c'est plutôt dans un esprit de travailler ensemble. Et voilà, moi, c'est vraiment mon but, c'est de travailler ensemble. C'est vrai que le basket, c'est le sport qui a le plus de règles, hein, comparé au football, au rugby, pour avoir travaillé avec des collègues d'autres sports, c'est là qu'il y a le plus de règles. Et pour vous dire, hein, les arbitres de haut niveau, même au plus haut niveau, mais moi, j'ai jamais 20 sur 20 au test de début de saison. Alors qu'on se dit, c'est son boulot, il est au plus haut niveau, il n'a pas 20 sur 20 aux règles. Alors, vous imaginez bien l'arbitre départemental ou régional, la méconnaissance des règles qu'il peut avoir, c'est super compliqué. Et puis, dans notre sport, c'est justement parce que c'est compliqué qu'on pense que ce règlement n'appartient qu'aux arbitres. Je sais pas, quand vous faites un jeu de société, vous achetez un jeu de société, la première chose que vous faites, c'est vous lisez la règle au fond de la boîte, quoi. Et moi, je vois des entraîneurs, alors pas ceux qui nous écoutent, hein, parce que forcément, ils sont même les autres entraîneurs, il s'avère qu'ils font pratiquer un sport, ils apprennent un sport à des jeunes, mais ils n'ont jamais lu la règle de ce sport, en fait. Alors c'est vrai que le bouquin, enfin le truc, il est pas très, c'est pas très séduisant, c'est pas très sexy. Mais ceci dit, si on veut bien comprendre les règles, je suis allé voir un match dimanche là de National 1. Et à un moment, il y a un joueur, allez, je prends l'exemple, il y a faute sur le joueur et c'est pas le bon joueur qui va au lancer franc. Et les arbitres s'en rendent compte un peu tardivement et le mec, il avait tiré. Et j'ai dit au coach après, tu vois, tu connaîtrais la règle, les 2 lancers francs auraient dû être annulés en fait. Il me dit, je connais pas cette règle. Et je me dis, voilà, je trouve que c'est tellement compliqué que c'est vrai que les entraîneurs souvent disent, les règles, c'est pour les arbitres. Mais non, les règles, normalement, c'est d'abord pour les entraîneurs, c'est eux qui font apprendre aux joueurs, quoi. Alors bien sûr, il y a plein de petites subtilités parce que le basket, il est incroyable. En fait, il y a des choses nouvelles qui existent. Donc pour les arbitres, c'est très compliqué. Qui plus est quand on est jeune et qui plus est quand on a peu joué au basket. On y reviendra après. Et malheureusement, on a des arbitres très jeunes, hein, qui ont 15 ans, 16 ans, et certains arrêtent de jouer
parce qu'on leur demande beaucoup au niveau de l'arbitrage. Et moins ils jouent au basket, plus ils s'en éloignent et moins ils sont au fait des actualités techniques aussi. Donc, c'est vrai que les règles, c'est vraiment un poids compliqué parce que les arbitres les connaissent pas assez, ou les connaissent, les entraîneurs les connaissent pas assez, voire pas du tout pour certains. Hein, faut pas se voiler la face. Et du coup, parfois la communication est compliquée, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un premier point qui est un peu lourd pour l'arbitre. Maintenant, je crois pas que ce soit le point le plus compliqué dans la relation arbitre-entraîneur, choses comme ça, quoi. Non, non, tout à fait. Je crois pas non plus, surtout que, en plus, les règles sont compliquées, mais elles sont compliquées lorsqu'on monte de niveau parce qu'on va dans le détail, en fait, et dans l'importance de résultats. Je dis toujours, Benjamin, il y a 4 règles importantes dans le basket. Hein. La sortie, c'est ce que les 90% des coups de sifflet, c'est la sortie. Et toujours bien siffler une sortie, c'est pas évident. Moi, j'arbitrais Tours contre Pau, là, il y a 2 jours en Coupe de France, où d'ailleurs Tours a battu Pau de 2 points. Ben, il y a une sortie où je me suis trompé. Et pourtant, c'est quand même, on a l'impression que c'est facile. La sortie, après, il y a tout ce qui est autour du dribble, reprise par reprise, machin. Tout ce qui est autour des contacts, c'est là qu'il y a le plus de discussions. Et enfin, j'ai dit sortie, contact, dribble, et il m'en manque un. Oui, les contacts, t'as dit. Les marchés, évidemment. Forcément. Un petit sujet à discussion. Quand on sait bien ces 4 règles et qu'on sait bien les appliquer, après, sur en zone, il y en a rarement, mais voilà, il y a 4 règles essentielles qu'il faut maîtriser, quoi. Ouais, tout à fait. Et pour bien comprendre le marché et pour bien comprendre les contacts, il faut jouer au basket. Il y a pas de. C'est pas le bouquin qui nous apprend ça, quoi. Puis là, il y a eu en plus le fameux pas zéro qui facilite bien les choses pour tout le monde. C'est ça. Ok, donc là, voilà, c'est le premier point qui amène le fait que les arbitres sont dans un exercice pas facile. Ensuite, tu viens de l'évoquer, c'est la gestion des contacts. Alors, l'idée, c'était pas de se dire comment on fait pour être un bon arbitre et prendre la bonne décision qu'il faut tirer pas. L'article, il est bien, si vous l'avez compris, dans l'analyse de la position arbitrale qui est pas simple et dans l'échange avec les autres. Et la gestion des contacts, pourquoi je l'ai mis? C'est parce qu'en fait, j'ai voulu prendre le fait, j'essaie de, comme tu disais, de prendre du recul, parce que quand j'ai réfléchi à l'article, j'ai dit, bon, il faut qu'on essaye de savoir ce qui se passe dans la tête de tous les acteurs, parce que souvent, c'est soit on place du côté de l'arbitre et tout le monde, ouais, c'est bon, il me conteste tout le temps, soit on se met du côté des coachs et l'arbitre est pas bon. Donc, c'est trop facile. Et c'est de se dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de tout le monde quand un arbitre siffle une faute, en fait? Il y a le mec qui est content parce qu'il a obtenu la faute. Et il se dit, bah ouais, putain, j'ai fait une belle action. Alors que ça se trouve, l'arbitre s'est planté, mais le gars, il est con. Et moi, je suis convaincu aussi, parce qu'en tant qu'entraîneur, on le vit, ça nous arrive tous dans le match, de dire à son joueur, non, il y a faute. Non, l'arbitre a raison. On le dit, il faut le dire aussi. Les coachs, de temps en temps, disent à leurs joueurs, non, l'arbitre, il a raison, t'étais pas bien placé. Et le joueur dit, non, c'est pas vrai. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage, et c'est ce que j'évoquais dans l'article, entre l'image que se faisait le joueur de sa position en vitesse réelle et de son intention. Et en fait, je pense que c'est lié à l'intention. Oui, c'est surtout ça. Mais attends, je n'ai pas fait faute, là, j'étais pas dans l'intention, tu vois. Et la réalité de la posture, du cadrage des appuis ou pas, du retard défensif, etc. Pour l'arbitre, il y a plusieurs choses. Et ça, c'est compliqué pour l'arbitre parce que quand il siffle, c'est ce que je mets dans l'article avant que tu reprennes la main. Excuse-moi, je t'ai coupé. En fait, l'arbitre, il juge en permanence, c'est son job. Et le joueur se sent jugé en tant que joueur. Et je crois que ça, c'est une vraie problématique. Et c'est en ça qu'il faut nous expliquer à vos joueurs qu'il n'est pas jugé en tant que joueur. Il est jugé sur une action lambda. Ça fait pas de lui un joueur mauvais ou un joueur bon. Voilà, c'était un peu mon intention. Non, le contact, c'est vraiment le point d'achoppement. Et c'est celui qui siffle bien toutes les fautes. Il y a peu de contestations après dans un match. Mais quand bien même l'arbitre siffle bien, il y a des contestations, comme tu l'évoques. Parce que le joueur pense avoir bien fait ou ne pense pas ou a de la mauvaise foi, parce que ça existe aussi. Ce qui est compliqué pour l'arbitre, c'est la rapidité dans laquelle il doit prendre la décision dans l'instant T, en fait. Bien sûr, quand on est dans les tribunes ou quand on regarde une vidéo, c'est facile de voir. Là, il y avait faute, on remet un petit peu en arrière, il y avait faute. Et quand on est assis dans les tribunes, on arbitre mieux que quand on est sur le terrain parfois. On voit des choses. Comment, mais moi, j'arbitre, il y a des gens qui disent, mais comment tu as pu louper ce truc? Elle était énorme, cette faute. Parce que sur le terrain, il y a plein de choses qui arrivent. D'abord, les joueurs bougent. Nous aussi, on est en mouvement. Alors, on est bien mieux assis quand on regarde un match que quand on est en mouvement. Mais si on n'est pas en mouvement, on voit pas faute, pas faute entre les joueurs, etc. Il y a aussi l'aspect fatigue, l'aspect mental.
déconcentration, etc. L'aspect méconnaissance ou connaissance du basket. Je posais la question il n'y a pas très longtemps à un arbitre départemental. Je lui dis, il avait sifflé un contre, en fait. Le mec va contrer, il siffle faute. Ça nous arrive tous de se tromper, mais je lui dis, qu'est-ce que tu te poses comme question quand quelqu'un va contrer? Et il me répond, quand je vois que quelqu'un va contrer, je me dis, est-ce qu'il va faire faute ou pas? Et là, je dis, ouais, c'est là notre problème quand on est arbitre. Je comprends. C'est que la première question à se poser, c'est pas est-ce qu'il a fait faute ou pas. La première question à se poser, c'est est-ce qu'il va contrer ou pas. Et ça change tout. C'est-à-dire que s'il va contrer, mais qu'il touche un petit peu le bout des doigts, on va laisser filer. Mais si je pense faute, dès qu'il touche le bout des doigts, je siffle faute. Il y a faute. Et c'est là que la connaissance du basket, et là, je vais venir vers vous, les entraîneurs, parce qu'on a besoin de vous. Enfin, moi, je vous assure, c'est un SOS, un cri d'alarme, quoi. C'est à l'entraînement, donner des sifflets aux gamins, donner des sifflets. Je vois mon club, là, ils ont fourni un sifflet à chaque gamin qui doit venir avec à l'entraînement. Ouais. Donnez-leur un sifflet pour que, lorsqu'on fait du 3-3, du 5-5, plutôt que d'avoir un gamin assis sur le banc pour faire un changement, il arbitre 3 minutes, puis il change à chaque fois. Parce qu'ils vont sentir les choses. Et parmi vos joueurs, il y en a peut-être quelques-uns qui vont devenir arbitres, ou s'ils ne deviennent pas arbitres, ils vont mieux comprendre ce que peut louper ou faire l'arbitre. Et je pense que l'éducation de l'arbitrage, ça doit se faire par le jeu et non pas par les règles. Alors ça, vous le savez, il y a des gens qui connaissent bien le règlement, mais qui l'appliquent mal, et d'autres qui connaissent mal, mais qui arbitrent bien, en fait. Et si l'arbitre, vous voyez, sur cet exemple, se dit est-ce qu'il y a compte plutôt que de dire est-ce qu'il y a faute, ça va déjà changer la façon d'arbitrer. Ouais, après, il y a un autre truc aussi, je pense, c'est que plus on attend avant de les mettre à arbitrage, plus ils ont peur. Mais normal, ils n'ont jamais pratiqué. Et que la vraie surprise, parce que je le fais depuis très longtemps dans les clubs où j'entraîne, la vraie surprise, c'est qu'à partir du moment où tu mets des U9 en action d'arbitrage, au bout de 1 mois, à la fin, c'est OK, on fait match, qui veut arbitrer? Et ils veulent, mais sérieusement, ils veulent même pas jouer, ils veulent démarrer arbitre. Et après, oui, il y en a 1, 2 qui a peur, qui veut pas. Bon, lui, no stress, on le laisse un peu, on lui dit, tu siffles que les touches. Voilà. Arbitre, voilà. Et voilà. Et je pense que la clé, c'est de démarrer tôt. Tu sais, quand je fais pas mal d'interventions dans les départements, dans plein de départements, sur comment intégrer de l'arbitrage dès le mini-basket. J'ai d'ailleurs fait un YouTube live sur FFBB Formation sur la chaîne YouTube, si ça vous intéresse d'aller voir ça. Comment on peut intégrer l'arbitrage dans l'entraînement. Et en fait, quand je vais faire ces interventions dans les comités, il y a des cobayes. Vous avez l'habitude, les entraîneurs, il y a 15 gamins qui sont là comme cobayes. Et je commence toujours, je prends les sifflets d'entrée de jeu, je dis qui veut arbitrer? Ils sont tous en train de se cacher. Et on fait 2-3 jeux comme ça, un épervien, machin, avec des coups de sifflet, des trucs. Et même au bout d'1 heure, ils disent moi, je veux bien arbitrer. Et donc, chez les petits, c'est très facile de lancer ça. Et plus les gamins vont entrer dans le club, plus il y en a, parce qu'il y a l'arbitrage officiel en senior. Mais enfin, voilà, j'ai entraîné encore jusqu'il y a 2 ans en U15 à Saint-Fulgent, là, dans mon club. Et quand on allait jouer avec les U15, on avait des U17 qui arbitraient ou des U18. C'était une catastrophe. Ouais. Alors évidemment, je disais rien parce que je pouvais rien dire. Puis voilà, mais c'était une catastrophe. On a des gamins dans nos clubs à 18 ans qui ne sont pas capables d'arbitrer des U13 ou des U15. C'est qu'on les a pas mis à arbitrer avant. On a loupé quelque chose, quoi. Ouais, on a loupé quelque chose. Ils ont peur. Ils en font que 3 dans l'année quand ils viennent, parce que souvent ils viennent pas, ils sont pas remplacés dans les clubs. Donc c'est le vrai bazar le week-end. Donc, il y a une espèce de fantasme autour de l'arbitrage en disant c'est trop dur, j'y arriverai pas. C'est tous les aspects négatifs que tu as évoqués en préambule de ce live. C'est j'y arriverai pas, c'est compliqué. Les parents vont engueuler dans les tribunes, le coach il va me tuer. Et alors que c'est pas ça arbitrer. Arbitrer, c'est juste permettre aux gens de jouer au basket. C'est juste dire là t'es sorti, voilà, t'es sorti, je siffle. Là t'as poussé, t'avais pas poussé, je me suis trompé, désolé. Et en plus quand on fait ça à l'entraînement régulièrement entre potes, ils voient qu'on se trompe. Et là, le rôle de l'entraîneur est important. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait avec les U15, mais qu'ici, vous dites, j'ai pas touché. Stop. OK, t'as pas touché. T'as vu, il a pas touché. Il s'est trompé. Ouais, ça nous arrive. Et on a une vue différente sur l'arbitrage quand on fait ça. Et puis, l'inverse, c'est vrai, c'est qu'à commencer tôt, on révèle très vite 1 ou 2 gamins qui, en U11, peuvent arbitrer des U15. Et en fait, on est sûr, il est doué, etc. Mais c'est parce qu'on l'a abordé avant. Si on l'avait pas abordé, on l'aurait jamais vu. Enfin, un commentaire de Jean-Philippe qui dit la bonne idée de faire arbitrer à la fin de l'entraînement. Quand mes gamins ont commencé à jouer au basket, j'allais voir la fin de l'entraînement. Vous savez, les parents, on vient souvent à 10 minutes avant. Et là, je rentrais, il y avait 5 contre 5 et il y avait 4 ou 5 gamins assis sur le banc à attendre leur changement. Et je suis allé voir le coach qui était salarié du club et je dis, mais je sais pas, moi, je viens voir mon gamin, finalement, sur les 10 minutes où je viens, je le vois 8 minutes assis, quoi. C'est un peu chier qu'il soit ici et je paye pas une licence pour qu'il soit assis. Je dis, putain, mais allume le chrono. T'en viens qui fait les points et tu mets les 5 autres à arbitrer en même temps. Mais je mets les 5 à arbitrer, on s'en fiche, les gestes, mais les tous à arbitrer. En plus, ils sont tous actifs, quoi. Et du coup, voilà, c'est quand même plus sympa pour tout le monde.
C'est sûr. Et c'est simple, il n'y a rien à besoin de leur dire, ils se débrouillent tout seuls, ils savent très bien arbitrer. Il y a tout à fait. Souci. Ok, on avance un petit peu. Alors après, une partie qui était moins longue parce que elle nous fait rentrer dans ce que j'avais pas envie d'approcher dans l'article, c'est toujours le négatif, etc. Mais c'est toujours pour dire la difficulté. C'était qu'en plus de gérer tout ça, l'arbitre doit gérer ce que j'ai appelé le hors-terrain. Je savais pas comment intituler le truc, mais voilà. Donc c'est que il est responsable du hors-terrain, c'est-à-dire qu'en plus de veiller à tout ce qu'on vient de dire, il doit en plus être sur le match en capacité. Alors peut-être moins vous sur le haut niveau parce qu'il y a des responsables. Nous, le haut niveau, c'est plus facile dans l'arbitrage. Voilà. Et puis vous êtes pro en plus. Mais, par contre, on parlera des égos. Je pense que les joueurs ont pas moins d'égos. Et en fait, il doit être en permanence en capacité sur niveaux départementaux, régionaux, etc., de veiller à ce que le contexte match soit optimum. Donc, faut jongler avec les joueurs, donc on l'a vu, mais aussi les coachs, les remplaçants, la table de marque, le public, etc. Et donc, ça rajoute, sans passer trop de temps dessus, rajoute la difficulté. C'est mission impossible pour des jeunes arbitres que vous rencontrez, vous, en département, sur des jeunes, je parle, vous entraînez des U15 départementants, je sais pas, les gens qui nous regardent, je pense que c'est des jeunes de club. Les arbitres sont incapables de faire ça. C'est impossible. Même quand ils commencent à arbitrer à 16 ans, nous, les coachs, on a 30, on a 25, 30, 40, 50 ans. On entraîne les joueurs, ils ont 16, 18, 35 ans et on a des gamins qui ont 16, 17 ans. Donc, c'est impossible pour eux de gérer l'environnement. L'environnement leur provoque plutôt du stress, voire du dégoût. Beaucoup arrêtent. C'est la cause première de l'arrêt des arbitres. C'est l'environnement. Et les dirigeants des clubs, ils ont un rôle trop important dans ce sens-là. Je suis allé une fois dans mon club, alors ça remonte à quelques années, voir un match de N3, donc à Saint-Fulgent, donc ça fait quelques années. Et j'ai vu le président qui était avec sa bière au bout du bar invectiver les arbitres. J'ai traversé le terrain en fait à la mi-temps, je suis allé le voir, je dis tu me demandes d'organiser une école d'arbitrage dans mon club et toi tu as ce comportement. Je dis j'arrête, ça sert à rien. Il me dit mais tu me connais. Je dis non, je te connais justement. C'est trop facile de dire tu me connais, je suis gentil en dehors. Alors, quelle image on donne? Et je crois que les dirigeants ont un rôle primordial, mais aussi les entraîneurs expérimentés, parce que là aussi, on a des entraîneurs des fois qui ont 16-17 ans sur des équipes jeunes. Mais je crois que, Benjamin, moi, si tu vas dans une salle, à un moment, tu traverses pour dire aux parents de ton club et de l'autre club, s'il vous plaît, arrêtez, sinon ça dégénère tout le monde. Les gens sont pas trop cons. Enfin, voilà. Et souvent, il n'y a même pas besoin de traverser. Il suffit de faire « Oh, c'est bon, les parents, stop !» avec des gros yeux et ça s'arrête. Et je crois que là, les parents, plus quand les choses sont bien faites à l'entraînement, il y a de la communication, que c'est carré. Les parents, ils sont jamais dans le conflit avec un coach de leur jeune. Ils sont plutôt dans purée, il a raison, on a dû exagérer. J'ai peut-être vu cette vidéo d'un coach américain qui est sorti il y a un an ou deux, qui est en conférence de presse, une fac, et qui dit je crois que dans la salle de basket ici, je suis celui qui connaît le mieux le basket. Vous tous. Moi, je dis pas un mot. Vous, parents, et moi, ça m'est arrivé de reprendre des parents des équipes de mes enfants qui n'ont jamais joué au basket et qui se permettent de crier sur l'arbitre, quoi. Voire même, vous savez, dire pourquoi lui il fait pas remplacement et le coach pourquoi il fait pas changement, c'est lamentable. Enfin, on en prend tous, les arbitres et les coachs, parce que leurs enfants sont les meilleurs et ça, je le comprends par rapport à ça. Mais voilà, je crois qu'il y a un véritable rôle à jouer de la part des dirigeants et des entraîneurs. Et par contre, tu vois, on retombe dans le négatif. Tu vois, en fait, dans le truc. Donc, la deuxième partie va être un peu plus, voilà. Donc ensuite, voilà. Donc ça, c'était la partie, on va dire, nombre de paramètres à gérer qui rendent l'activité et en même temps compliquée et en même temps passionnante, parce que si on arrive à gérer tout ça, ça veut dire qu'on a des qualités très importantes. Voilà. Alors ensuite, on a le problème et on va dire l'ambivalence ou l'ambiguïté des rapports humains par rapport à l'arbitrage, par rapport au rôle. Donc j'ai mis, pour rejoindre un peu ce que j'ai abordé dans la gestion des contacts, j'ai mis qu'il y avait un rôle à part parce qu'en fait, c'est justice, injustice. Alors je vais relire ce que j'ai écrit parce qu'en fait, j'étais plutôt content de moi, la manière dont je l'avais formulé. L'arbitre est seul, pourquoi? Car il est l'interrupteur de l'injustice, en fait, contrairement à ce qu'on pense. C'est tout le paradoxe de sa fonction. Chaque décision de justice amène une injustice. Les raisons, si tant est qu'il n'y ait pas de mauvaise foi. Voilà. Les raisons en sont multiples, mais la principale est la non-objectivité du joueur. Mais ça, c'est normal qu'un joueur soit pas objectif. Voilà, c'est différent d'être non objectif que d'être de mauvaise foi. C'est pas tout à fait pareil. Car l'acteur est mis en défaut. C'est la nature humaine. On se défend, on se protège, on se justifie, on essaye de montrer qu'on avait des bonnes intentions. Donc, l'arbitre, c'est un rôle qui détermine en permanence la donne suivante, qui joue bien l'action et qui l'a joué mal. Donc, il y a un jugement.
Et tout coup de sifflet de l'arbitre est considéré forcément comme une remise en cause de la qualité de joueur. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a une petite dizaine de minutes. Et dans son inconscient, le coup de sifflet pour le joueur veut dire, si on mettait des mots au coup de sifflet, j'ai mal défendu, je suis pas un bon joueur, j'ai fait une erreur, etc. Or, l'arbitre, c'est pas du tout l'intention qu'il a donnée. Et c'est là où ton avis va être intéressant sur quelle relation toi tu as aux joueurs de Jeep Elite quand tu fais une faute et comment ils le vivent. Est-ce que ce que j'évoque, tu le sens ou pas? Parce que je peux me tromper. Et en fait, on se retrouve, j'ai bientôt fini, on se retrouve confronté à une vingtaine d'égos individuels en permanence. Sans compter que l'arbitre, lui aussi, possède son ego. Et je pense que les arbitres, notamment de haut niveau, ont forcément du caractère. Et j'ai fait une jolie phrase, j'étais content de moi. Naviguer entre les vagues de l'estime de soi des acteurs nécessite un don de capitaine affûté. Voilà, donc, donc voilà. Et toi, là, on peut peut-être parler un peu plus terrain. Est-ce que cette sensation de coup de sifflet, le joueur te renvoie quoi en fait? Est-ce qu'il te renvoie le fait, mais attends, Johan, je voulais pas faire faute. Enfin, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il faut. Il y a très peu. Je vois plein d'arbitres pas bons. Hein. Il y en a plein d'arbitres pas bons, mais j'ai rarement vu des arbitres malhonnêtes. Oui. Ça, faut mettre ça en tête. C'est-à-dire on peut avoir le sentiment, de toute façon, lui, à chaque fois qu'il vient, ou lui, de toute façon, il est mal. Il y a très peu d'arbitres malhonnêtes, même au plus bas niveau. Hein. Quand je dis plus bas niveau, c'est pas péjoratif. Mais même le dimanche matin, dans des matchs ou le dimanche après-midi, il y a très peu d'arbitres malhonnêtes. Des pas bons, il y en a, bien évidemment. Donc, l'arbitre, vous savez, moi, qui va être champion de France? Mais alors, je m'en moque, pour être poli, je m'en moque complètement. Quand je vais arbitrer un match, et beaucoup d'arbitres sont comme ça, pour pas dire tous, on se moque de qui va gagner ou qui va perdre. On n'a pas ce genre de choses. Donc ça, faut que ça soit bien clair pour les gens. Voilà. Alors, on peut avoir un exemple d'un mec un jour qui vous a fait un truc parce qu'une fois, bon, évidemment, ça arrive. Donc ça, voilà. Après, le problème des égos. D'abord, les gens qui ont le plus d'ego sont les coachs et les arbitres. Faut être au clair. Par rapport aux joueurs, les coachs et les arbitres ont un ego très très fort. Ça, faut pas l'oublier. Mais le joueur, en effet, parfois. Alors, tu me poses la question du haut niveau. La différence peut-être entre le haut niveau c'est que le haut niveau, que si le joueur sort, si le joueur, il a derrière tout son aspect. Je vais pas mettre mes 10 points. Et au-delà de l'aspect collectif, de la victoire, il pense que sans lui, l'équipe ne peut pas gagner, quoi. Ce qui est peut-être moins le cas dans un niveau intermédiaire ou départemental. Mais les égos, je pense que c'est plus la frustration, moi, je pense, du joueur. C'est pas forcément se sentir tout le temps, je suis nul parce que l'arbitre m'a sifflé. C'est plus qu'il est frustré parce qu'il a voulu bien faire, parce que c'est sa troisième faute, parce qu'il va sortir, parce qu'il se sent peut-être, l'arbitre mais contre moi, alors que c'est pas le cas du tout. Tu l'as bien évoqué, c'est pas la personne qu'on juge, c'est la qualité de l'action en elle-même. Et l'arbitre vit la même chose. Parfois, quand tu entends l'arbitre, t'es nul. C'est pas l'homme qu'on critique. Moi, on m'a jamais dit Johan Janot, t'es nul. On m'a dit l'arbitre, t'es nul. Enfin voilà, il faut bien faire la différence entre les deux. Et c'est vrai que c'est pas facile pour l'arbitre de naviguer, comme tu le dis. C'est vraiment ça, entre donner un bon jugement, donner un bon jugement, et en même temps être capable de le manager, parce que c'est ça en fait. Arbitrer, c'est pas juste siffler. Je veux dire, tout le monde, ma grand-mère, tu la mets au bord du terrain, tu dis mamie, tu siffles quand il sort du terrain, elle va le faire. Enfin, je veux dire, c'est trop dur. C'est pas ça arbitrer. Arbitrer, c'est manager, et ça, bien évidemment, c'est le plus compliqué, quoi. Et qui plus est quand on a 16, 17, 18, 19 ans. Moi, mes premières années en Pro A, il y a 20 ans là quasiment, je mettais une faute technique à tous les 2 matchs en fait. Aujourd'hui, la dernière faute technique que j'ai mise, elle remonte à décembre. Bon, il y a eu le Covid, mais parce qu'avec l'expérience, on manage beaucoup mieux, quoi. Et vous le savez bien en tant qu'entraîneur, la façon dont vous réagissiez face à des joueurs ou face à un arbitre il y a 10 ans n'est plus la même quand on a pris un peu de hauteur et de recul sur l'activité et que les objectifs sont un petit peu différents. À 20 ans, on veut être champion de France de D1. À 35 ans, on veut que les joueurs qui jouent en D1 progressent, quoi, en fait. C'est, voilà. Ce que tu dis est totalement vrai. D'ailleurs, j'avais pensé en écrivant, c'est que le parallèle avec la manière dont on arbitre, j'imagine, et donc mais moi en tant que coach, je le constate, évidemment que en fait, à 23 ans, ma manière de coacher, ça devait être catastrophique, quoi. C'est-à-dire que mais bien sûr, on arbitrait moins en progrès, dans l'énervement, et voilà. Tu sais, dans la gestion, je raconte toujours ces petites histoires. Il y a quelques années, il y avait un coach, Philippe Hervé, qui coachait à Orléans. Il était à Orléans à l'époque. Et un match, et derrière mon collègue, il lui fait un grand geste dans le dos de dédain. Donc, je lui siffle une faute technique. Il dit rien. Et au début du 3e quart-temps, il recommence il dit à mes collègues, vous êtes vraiment des clowns, à mes 2 collègues, quoi. Et j'en remets une deuxième faute technique. C'est l'inverse, pardon. Vous êtes des clowns en premier quart-temps. Et la deuxième fois, il fait ça à l'arbitre et je lui mets une deuxième faute technique.
donc il est exclu du terrain. À la fin du match, son assistant, qui est Jean-Christophe Prat, coach à Paris, frappe au vestiaire et il me demande, Johan, pourquoi tu as mis une deuxième faute technique alors qu'il a rien dit, quoi. Et je lui ai dit, mais qui dirige le match? Non, je lui ai demandé, pardon, qui dirige l'entraînement? Alors, il me regarde, qui dirige l'entraînement? Il me dit, bah nous, ok. Et qui dirige le match? Il me dit, vous. Très bien. Quand à l'entraînement, tu as un joueur qui vient, tu dis un truc à ton joueur, il vient vers toi, il te regarde et il te fait ça. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a serré la main, il me dit, ok, j'ai tout compris, c'est bon, on est parti. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'arbitre humainement, il va réagir comme si vous, en tant que coach, quand je vois par exemple ce qu'un coach dit à un arbitre, imaginez le joueur qui vous dit ça, bah, vous le virez de l'entraînement, voire de l'équipe, quoi. Nous, on fait prochaine fois, attention, donc il y a beaucoup plus de pédagogie à mettre en place, quoi. Voilà. Ouais, l'exemple est intéressant, effectivement. Effectivement, on avance parce que je vois que ça fait 30. Ouais, je suis bavard, excuse-moi. Non, mais c'est super, c'est pas un souci. Alors après, donc voilà, donc moi ce rapport justice-injustice, en fait, je le trouve passionnant, en fait, et je pense que c'est un des côtés qui fait qu'être arbitre, ça va être lié aux qualités à la fin dont on va parler, c'est que ça développe énormément de choses dans le rapport aux autres, c'est un truc de dingue. Donc ensuite, l'autre difficulté qu'on a tendance à oublier, mais qui est intéressante aussi, c'est la distance. Alors c'est pareil, je savais pas quel terme utiliser, c'est pas toujours facile, mais la distanciation indispensable. C'est-à-dire que bon, en plus toi tu es un bon exemple parce que 19 ans en Jeep Elite, bah bon, en gros, vu qu'en France les coachs changent très peu, tu en connais 60-80%. Les joueurs, on n'en parle pas. Ça fait même plus longtemps que tu es en proie que certains, et que cette présence d'arbitres, y compris dans les niveaux départementaux, hein, les arbitres qui sont dans les clubs, ils sont peut-être joueurs, ils sont voilà, on connaît tous des gens d'autres clubs avec lesquels on a des amitiés, etc. Et on a cette distanciation qui, lorsque le match commence, eh ben, doit être, comme j'ai mis dans l'article, préservée, non pas parce que on pourrait dire ouais, nana, il fait la bise, comme j'ai mis, il fait la bise, il est pote, c'est bon, on va perdre. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est important pour juger avec du recul, et surtout c'est important aussi, et c'est là où j'intégrais toujours la vision coach, c'est que nous, on se doit aussi, on ne peut pas aller vers un arbitre et alors avant le match, j'ai envie de dire ah, salut Johan, ça va, tu vas bien, la forme, t'as passé une bonne semaine, voilà, bon, le match n'est pas commencé, on discute, t'es pas encore en tenue, moi non plus, voilà, bon. Mais une fois que le match commence, je pense sincèrement qu'on ne peut pas, par exemple, appeler un arbitre quand même il sera un bon copain par son prénom. Bah, Thomas, attends, il n'y avait pas faute. Ça, je pense que c'est pas possible. Antoine, Benjamin, en haut niveau, on n'a pas le droit d'interpeller les coachs par leur prénom, on doit les appeler coach. Quand bien même avant le match, on se soit tutoyé et on se soit appelé par nos prénoms, parce que comme tu le dis, on se connaît bien. Cependant, je crois que plus on va se connaître entre les joueurs, les arbitres et les entraîneurs, meilleures seront les relations. J'avais lancé il y a quelques années à la fédération la formation commune entre les arbitres et les entraîneurs. Ça s'est d'ailleurs fait dans une quinzaine de départements en France, où on faisait les mêmes formations initiales, tous ensemble, et puis à un moment, certains passaient le diplôme d'arbitre, celui d'entraîneur, ou les deux d'ailleurs, on pouvait sortir avec la double casquette. Donc les entraîneurs apprenaient les règles, les arbitres apprenaient le basket. Enfin, je trouvais ça excellent. Et je trouvais que quand on avait passé des stages ensemble, des formations ensemble, et d'ailleurs ça se voit encore, moi, des coachs avec qui tu vis des événements, par exemple, je sais pas, tu pars quelques jours avec des coachs sur un stage ou quoi, quand tu te vois le week-end d'après, imagine un arbitre départemental et un coach départemental qui ont bu une bière ensemble, ou 2 ou 3 ou 5 bières ensemble lors du stage. Quand ils vont se retrouver le week-end, ils vont pas faire ouais, putain, l'arbitre, il va faire Johan à la rigueur, mais là, il y a faute quand même. Et ça change tout dans la relation. Et ça change forcément l'esprit du match. Et l'arbitre qui se sent pas agressé est beaucoup plus apaisé et continue à être mieux concentré parce qu'il n'est pas parasité par tous ces contestations qui l'embêtent, je crois. Donc, plus on va travailler ensemble, plus on va se connaître, meilleur ça sera. Bien évidemment, la distanciation est obligatoire. C'est pour ça que je peux pas arbitrer mon frère quand il était joueur pro. C'est pour ça que je peux pas arbitrer certaines. Heureusement, parce que sinon, c'est même pas tant pour mon intégrité, c'est plus par rapport à ce qu'il va se dire ou aux autour. Mais je crois qu'en effet, quand on est, enfin, toi qui es longtemps, par exemple, depuis entraîneur, il y a plein d'arbitres que tu connais depuis longtemps, les arbitres te connaissent. Forcément, il y a des relations différentes sur le terrain. Je pense que chacun sait faire la part des choses. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on connaît un joueur en entraîneur, on va le privilégier pendant le match, parce que je crois vraiment que les arbitres sont honnêtes et je le répète. Oui, j'en suis. Je suis vraiment convaincu de ça aussi, que oui, comme je mets dans l'article, l'intégrité et l'honnêteté, elle est à 99% des arbitres, de la même manière que les coachs, à mon avis, on n'est pas aussi haut, hein, à l'inverse.
Donc, voilà. Mais la distance, elle permet de rester lucide. Et pour moi, c'est de la lucidité. Voilà. On mélange pas tout. OK, clac. Après, ça amène par contre le fait de se connaître, comme tu as dit. Je voyais un des participants qui s'appelle Simon, pardon, Benjamin, qui disait en effet, on ne peut pas demander les arbitres proies sur le niveau départemental. Bien évidemment, je partage ça. Par contre, je reste quand même exigeant par rapport aux arbitres départementaux, parce que c'est pas parce qu'on arbitre en département qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi. Alors, ils le font pas. Hein. La plupart sont consciencieux. En effet, ils font des erreurs plus qu'en proie. En proie, on fait 12 à 15 erreurs par match quand même, une douzaine d'erreurs. Donc, imaginez en département, il y a 30 ou 40 erreurs par match d'arbitrage. Ce qui est normal, hein. Les joueurs font 30-40 erreurs en proie, en département par rapport aux joueurs de proie, quoi. Maintenant, voilà, si de temps en temps, et je comprends l'engouement des coachs, et je comprends que de temps en temps, on a envie de crier sur l'arbitre parce que ça fait partie du sport, mais merci Simon de prendre ce recul et de partager. Ah, t'as un petit bug, Johan. Attends, on va voir, ça revient. Alors, Johan, si tu m'entends, je ne sais pas. On a un petit. C'est bon. Ah, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu, c'est bon. Tu remerciais Simon pour son recul. Voilà, moi, je trouvais que c'était bien et du temps. Ouais. Ah. Ça coupe un peu, Benjamin. On va voir si ça stabilise. On va voir. Ouais, donc voilà. Après, moi, de la même manière, pour te rejoindre, j'ai envie de dire que quand on est arbitre, on doit toujours se positionner en se disant le coach n'a pas toujours tort. Mais c'est clair. Et quand on est coach, l'inverse est vrai. L'arbitre n'a pas toujours tort. Et je pense que si chacun fait cette phrase-là, toute bête, on est dans une autre relation. Ah, t'as vraiment un bug. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Johan? Je vais te proposer. Est-ce que tu peux couper ta caméra? Ça ne capte plus. Ça vient de moi, là? Si c'est ton. Il n'y a pas autre chose qui a pris la bande passante chez toi? T'as allumé un autre appareil ou... Ouais. Attends, je vais. Est-ce que. Non, solo. Je sais pas comment enlever. Est-ce que tu peux faire stop cam en bas? Je pense que c'est bon. C'est peut-être d'autres personnes qui étaient connectées où je suis là. Voilà. Bon, écoute, on va voir. On va essayer comme ça. On va avancer. Ça fait 37 minutes. Je te mets un truc si tu veux. Non, on le mettra à la fin là parce qu'il y a Johan, il y a Axel qui te regarde. Ouais, j'ai vu. Merci Axel. C'est la présentation YouTube. Je vous invite vraiment les coachs à aller sur YouTube FFBB Formation, pas que pour mon intervention, mais pour toutes les interventions qui sont présentes. C'est d'une richesse incomparable. Ce qu'on va faire, Johan, essaye. On va terminer sur l'article. On va prendre le petit lien de la référence de par l'Axel et comme ça, on va le mettre pour les gens après. Ok, ça te va? Si tu peux le retrouver et puis tu le mettras en commentaire, comme ça on l'aura. Ok. Vous avez coupé. Ou on redonnera le lien ou moi je l'écrirai, je vais le trouver là. Voilà. Ensuite, on va essayer d'accélérer un petit peu. Ensuite, l'arbitre est en première ligne. Donc, c'est ce que je mets. Hein. On oublie souvent que c'est lui qui encaisse les coups. Alors là, je vais être dans le négatif, mais la réalité, c'est ça. C'est que c'est d'abord lui qui encaisse les coups, les frustrations, les états d'âme, la rancœur, voire la mauvaise foi. Et en plus, il faut qu'il reste calme, qu'il s'en tienne aux procédures, aux règles et aux faits, etc. Et donc, c'est un exercice qui est ingrat, mais qui demande un développement de soi important sur la gestion des émotions, etc. Et même si moi, je défends aussi un peu les coachs sur ça, parce qu'on a souvent mis les coachs en porte-à-faux par rapport à l'arbitrage, parce que certainement qu'il y a des comportements toujours abusifs, etc. Mais j'ai quand même la sensation, pour être sur les terrains tous les week-ends depuis 20 ans, que ça évolue plutôt dans le bon sens, quoi. Moi, j'ai plus l'impression de voir autant de tarés sur le banc de touche qu'il y avait avant, quoi. Je parle tarés dans la manière dont on parle. Et est-ce que toi, qui en plus forme des arbitres, tu fais aussi ce constat ou pas? Et est-ce que tu penses que cette évolution-là, elle a changé? C'est un travail de longue haleine, mais depuis 15 ans, on est 5-6 à travailler à la fédération, on est plus 5 arbitres professionnels, on travaille dans toutes les ligues, on travaille avec les arbitres, on va avec les CTS, on fait un maximum de choses avec les entraîneurs. Et je suis d'accord avec toi, je trouve que votre famille d'entraîneurs prend plus de hauteur, prend plus de… les jeunes qui arrivent, je les trouve plus dans le combat comme avant avec les arbitres, et les échanges sont plus positifs. Mais ça veut aussi dire qu'on a un travail de fond avec nos arbitres aussi. Comme on a parlé du statut de l'erreur, arrêtez de croire que vous avez toujours raison, reconnaissez vos erreurs. Et comme vous allez vous tromper 30 fois par match, le coach, il n'a pas 30 fois tort. Il a raison de temps en temps. Et juste dire, OK, je me suis peut-être trompé, ou
ok, mais j'ai pas vu tout à fait ça ou des choses comme ça, mais forcément, ça va faire évoluer les choses. Et je crois qu'on a pris le taureau par les cornes en disant aux arbitres dès le début, reconnaissez vos erreurs, soyez ouverts. Et il y a quelques années, la gestion des conflits ou l'approche relationnelle, on n'en parlait qu'à partir de la Nationale 3. Ah oui, ok. On disait, voilà, et ça, on a changé. On en parle maintenant dès le début parce qu'en fait, il y a plus de problèmes en D1 ou en D3 le dimanche matin qu'en National 3. Et donc, dès le début, on demande aux arbitres ses qualités d'écoute, ses qualités d'humilité, ses qualités de gestion calme et sereine des choses. Et je pense que ça a apaisé les choses et je pense que les entraîneurs aussi font l'effort de leur côté. Et c'est d'autant plus agréable quand on va voir un match de basket, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est sûr. Je pense que on est dans. Et puis en plus, on est un sport épargné par rapport à d'autres. Et on pourrait citer. Alors ça, il faut aussi penser quand vous êtes entraîneur. L'autre jour, je vais voir un match, je n'arbitrerai pas. Il y a un joueur qui sort frustré contre lui et qui donne un grand coup de pied dans la bouteille et la bouteille valse. Et l'arbitre lui met faute technique. Et les gens disent, ouais, mais c'est pas contre l'arbitre. Mais ça, c'est l'éthique de notre sport, en fait. C'est ça, gérer l'environnement, t'en parlais tout à l'heure. L'arbitre est garant de l'éthique de notre sport. Si on veut que donner un coup de pied dans une bouteille, ça se fasse sur tous les matchs, laissons faire. Si en N3, on voit un coach qui casse sa plaquette sur le banc, c'est faute technique parce que c'est un geste qu'on ne doit pas voir. Je suis allé voir un match de N1 il y a 2 jours. Il y a un joueur qui colle son front contre un autre joueur. Mais ça, c'est faute technique parce qu'on ne veut pas ça dans notre sport. Ou alors, on regarde PSG-OM et on a compris tout ce qui peut se passer dans un autre sport. Moi, personnellement, je ne veux pas de ça dans le basket que j'aime tant. Que j'aime tant. Ouais, et puis nous, en tant que formateurs, en plus, je sais pas si les abonnés, là, puis ceux qui nous suivent peuvent valider, mais tous les ans, on récupère des enfants, alors pas 40, mais 2, 3, où on dit, bon alors tu faisais quoi avant en foot? On discute avec les parents, et les parents disent, non, mais le foot, c'est bon. Alors, en plus, franchement, je suis désolé de citer le foot, mais c'est quand même tout le temps le sport qui revient pour les problèmes de comportement. Et les parents disent, c'est bon, on en a ras-le-bol. Des gros mots sur le banc, etc. Donc, je pense que ça, nous, c'est un gros atout, c'est qu'on a un vrai devoir, vous les entraîneurs et nous les arbitres, qui sommes les cadres en fait de tout ça, de continuer à garder cet esprit basket sur notre terrain. Ok, alors on arrive à la conclusion. Donc, l'idée, c'est d'arriver à la conclusion de dire, mais pourquoi c'est génial d'être arbitre et pourquoi en fait il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, même si les points négatifs peuvent être très contraignant par rapport au comportement de certaines personnes. Mais malgré tout, moi, j'ai le sentiment quand même que on développe plein de choses. Alors, moi, j'ai mis des qualités. Tu vois, tu viens de dire humilité, mais moi, je pense que ce mot, il est vraiment, vraiment important, mais finalement pour tout le monde, même les coachs. Voilà. Après, moi, j'ai cité la probité, c'est-à-dire c'est plus que l'honnêteté. C'est reconnaître, échanger et être exemplaire. L'impartialité, évidemment, mais je te rejoins en fait. Je pense que quand on se lance dans l'arbitrage, on le fait pas en se disant je vais faire gagner mes équipes, surtout qu'on n'arbitre pas ses équipes d'abord. Et ensuite l'adaptabilité, ça me semblait important, et la maîtrise de soi. Donc voilà, toi, quels sont les Alors, je partage ce que tu as écrit. Je termine juste. Quelle qualité toi tu penses que alors, soit que tu avais, mais que tu as renforcé et ça fait de toi vraiment quelqu'un de différent grâce à l'arbitrage, ou à l'inverse, des qualités que tu n'avais pas et que l'arbitrage t'a apporté, est-ce qu'il y en a ou pas? Là, tu poses une question, j'avais des qualités, évidemment, dès le départ. Non, je rigole. Là, c'est plus des qualités que tu as citées de savoir-être, parce qu'il y en a 2 qualités qui me paraissent quand même indispensables, qui sont la connaissance du basket et la connaissance des règles. On est obligé. Mais bon, j'y passe, mais c'est important de le rappeler quand même. En effet, je prends souvent cet exemple, Benjamin, je dis, est-ce que vous connaissez un métier en France où pendant 40 minutes, il faut décider toutes les secondes et prendre une décision et être capable de l'argumenter. J'ai même notre président de la République qui fait pas ça, quoi. Alors, on m'a cité un jour le chirurgien. C'est vrai que quand le bide il est ouvert, c'est mieux d'aller un peu vite. Mais il n'y a pas ça. Le coach et l'arbitre, c'est les gens qui doivent prendre des décisions très rapidement avec un contexte, donc la vitesse du jeu, avec les règles, avec la connaissance du jeu, et qui doivent être capables de les argumenter. Et à ça, à l'école, on n'apprend pas ça. C'est pour ça que quand on a 15-16 ans et qu'on se lance dans l'arbitrage, comme l'entraînement d'ailleurs, parce que l'entraînement, ça fait mûrir. Quand tu as 15 ans, vous entraînez, vous devez gérer les gamins, gérer les parents, gérer des situations du petit qui saigne du nez, etc. On mûrit grâce à ça. Et c'est pour ça que l'arbitrage est une activité passionnante, parce que vous grandissez grâce à ça. Donc, dans les valeurs que tu as citées, on prend beaucoup plus de recul, pas forcément d'impartialité, mais je veux dire, on fait attention à chaque chose qu'on va arbitrer, ou même en dehors du terrain, la façon dont on se comporte. On va rencontrer un maximum de personnes. Alors moi, au plus haut niveau, j'ai fait 10 ans à l'international, j'ai traversé 40 pays.
Mais un arbitre départemental, il va traverser 40 communes, ce que son copain au lycée n'a jamais fait. Et dans chaque commune, il va rencontrer des gens nouveaux avec qui il va échanger, avec qui il va avoir des situations nouvelles à chaque fois. Il n'y a pas un match qui se passe de la même façon. Il n'y a pas un match où il n'y a pas de gestion à faire. Un match où il y a zéro contestation, ça n'existe pas. Même quand on arbitre un entraînement, il y a des joueurs qui contestent. Et c'est riche d'enseignement. Apprendre à argumenter, apprendre à décider, apprendre à écouter. C'est une activité extraordinaire. Et surtout, moi, ce que je retiens de l'activité d'arbitre, c'est les rencontres humaines. Grâce à toi, on arrive à rencontrer des entraîneurs et à discuter. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, invité par des joueurs NBA que j'ai rencontrés, avec qui j'ai sympathisé, d'aller voir les matchs avec mes enfants. Enfin, vous imaginez quand on peut vivre des choses comme ça, rencontrer des bénévoles dans tous les clubs, dans tous les départements. Il y a pas un endroit où je peux partir en vacances sans rencontrer quelqu'un que je connais du basket, mais c'est d'une richesse incomparable. Parce que quand je vais arrêter d'arbitrer d'ici quelques années, je suis plus proche de la fin que du début quand même. Je vais me rappeler des quelques matchs que j'aurais bien fait. Mais qu'est-ce qu'on se rappelle quand on a coaché, quand on a arbitré? C'est le stage qu'on a fait ensemble où on a bu 18 coca ensemble, la soirée faite au club avec machin, la super relation d'amitié que j'ai eue avec un tel. Et c'est ça l'arbitrage qui est génial. Au-delà du terrain même, c'est tout ce qu'il y a autour dans la relation humaine et dans l'élévation, j'allais dire presque sociale, du rôle que donne l'arbitre comme pour l'entraîneur, en fait. Ah, c'est ça. C'est ça. Ok. Non, mais voilà, moi je partage ton point de vue, c'est que faut pas que les gens aient peur de se lancer parce que les comportements changent, parce qu'il y a, malgré ce qu'on veut bien dire, il y a moins de déviance de comportements déviants qu'avant, que c'est moins dur d'être arbitre maintenant, je pense, que de l'être il y a 15 ans. Voilà. Alors, on est beaucoup plus exigeant en termes de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un arbitre départemental a beaucoup plus de formation et d'exigence que c'était le cas il y a 20 ans. Donc, tant mieux. Mais par contre, en effet, le climat est peut-être plus serein que ce qui a pu se passer il y a quelques années. Ouais. Est-ce que tu peux, juste avant qu'on quitte, est-ce que tu peux, au moins, à moins que tu aies autre chose à rajouter, Johan, ou on va... 3 jours, donc là, merci déjà pour le temps qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux me donner le lien? C'est quoi le lien en fait? Alors, de quoi juste parce que je trouve que c'est génial de pouvoir échanger comme ça. Nous, il y a plusieurs supports qui peuvent vous aider dans la formation. Il y a le premier, c'est la chaîne YouTube FFBB Formation. Pendant le confinement, elle a été créée pour garder un lien avec tous les entraîneurs notamment, mais aussi les arbitres et les dirigeants. Et il y a un panel d'intervention des plus grands techniciens français. Vraiment, ça peut vous intéresser. C'est la chaîne YouTube. C'est là-dessus que tu as fait des trucs toi aussi? Voilà. Il y a une émission qui s'appelle « Comment intégrer l'arbitrage dans l'entraînement ». Alors, je mets le lien. Ah, il n'a pas accès. Évidemment, il m'embête. Le deuxième support de formation que je peux vous proposer, si vous le souhaitez, ce sont des podcasts à écouter en voiture ou dans les transports ou dans le bus. Les podcasts FFBB Formation. Donc ça, c'est sur iTunes, c'est sur Deezer, c'est sur Spotify. Vous tapez FFBB Formation et il y a des podcasts. On a eu un échange très sympa pour le numéro 1 avec Fred Fautou sur la relation arbitre-entraîneur. Vous avez le parcours des joueuses. Vous êtes des entraîneurs là sur Iliana Rupert qui explique comment un joueur va du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Il y a la préparation physique. Il y a beaucoup de joueurs et d'arbitres qui se pètent là actuellement là au mois de fin septembre qui sont blessés. Elle explique, la préparatrice physique de l'équipe de France et de l'INSEP, comment se préparer. Enfin, je vous invite à aller sur ces podcasts FFBB Formation, mais aussi sur la chaîne YouTube FFBB Formation. Voilà. Alors, je peux pas mettre en commentaire en live avec StreamYard la communauté. T'as peur qu'il y ait concurrence avec ton site, j'ai bien compris. Je rigole. Il me le bloque, donc ça doit être les liens YouTube, il doit bloquer. T'as bloqué FFBB, bravo. Donc, je le mets, c'est pas moi là, c'est pas moi. Et donc je le mettrai dans les commentaires en complément. Si toi de ton côté tu peux partager le live parce que une fois qu'il est fini, ce sera peut-être plus facile de la partager avec tes collègues arbitres. On peut rester ensemble juste 2 minutes là une fois que j'aurai mis fin au live pour discuter en privé de l'échange. Et je remercie tout le monde. Voilà, partagez parce que c'était une fois de plus passionnant comme tous les lives qu'on a fait avec que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Basket Formation avec Christophe Poncharo que tu dois connaître un petit peu peut-être avec Benoît Benitez, avec Emmanuel Queré aussi. On a eu un live hyper intéressant sur les lancers francs, c'était passionnant. Je crois que c'est sur l'arbitrage avec Manu, non? Non, c'était Manu sur le banc, il se laisse pas faire. Hein. Ah oui, il a raison. Et voilà, donc en tout cas, Johan, c'était super. Et en plus, je suis vraiment content d'avoir fait intervenir les Vendéens parce que voilà, nous on aime bien notre petit département de Vendée. On fait la pub en même temps. Et voilà. Et on vous dit tous à bientôt. Je dis bonjour aux arbitres qui verront la vidéo suite au partage
de Johan. Et voilà. Et je vous dis à lundi ou mardi pour le prochain article. Je ne sais pas trop sur quoi. J'ai ma petite idée. Et au prochain live. Voilà. À bientôt. Salut. Merci, salut à tous. Merci. Salut.